Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Smart for Change. Pour rester à l'écoute des marchés, vous nous suivez chaque jour à 17h en direct à la télévision via vos box. Vous nous retrouvez également tous les jours en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, l'escalade géopolitique et ces tensions qui s'aggravent entre l'Iran et Israël après une offensive sans précédent, on peut le dire, d'Israël contre différentes cibles iraniennes, des cibles militaires, bien sûr, nucléaires plus particulièrement, mais également des cibles scientifiques, avec également à la clé certains hauts membres des gardiens de la révolution qui ont été éliminés par Israël. Téhéran promet bien sûr une réplique à la hauteur de l'offensive qui a été subie côté iranien. Le marché a bien sûr réagi avec une envolée des cours du pétrole qui est en train de se calmer un petit peu en cette fin de séance, mais on a pris jusqu'à plus de 10% sur les cours du brut au démarrage de cette offensive. Nous ferons le point bien sûr avec nos invités. Qu'est-ce que cela change dans le paysage macro mondial à travers notamment l'envolée des cours de l'énergie. Discussion à suivre avec nos invités de Planète Marché. Dans un instant, l'autre fait marquant de la semaine, c'est la poursuite de la faiblesse du dollar. Alors certes, aujourd'hui, le dollar a réussi à retrouver une partie de son statut de valeur refuge sur fond de tensions géopolitiques. Néanmoins, l'indice dollar aura perdu encore environ 1% au cours de cette semaine et le seuil de 1,16 sur l'euro-dollar aura été atteint au cours des prochaines heures. Que dire de ce cycle de dépréciation du dollar? Est-ce que c'est un cycle long qui est en train de débuter et qui pourrait amener le dollar à des niveaux beaucoup plus bas qu'aujourd'hui? Là aussi, c'est une question qu'on posera à nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, ce soir, comme chaque mois, nous ferons le point sur les derniers développements au sein de l'industrie ETF, à commencer par les flux, le lancement de nouveaux produits au cours du mois écoulé, l'observatoire ETF de Yomoni. Nous en parlerons avec le directeur des investissements de Yomoni, Olivier Malteste, qui sera avec nous en plateau dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse à partir de 17h45. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés. Nous retrouvons Pauline Gratel. Bonsoir Pauline. Bonsoir. À la une de l'actualité, donc la géopolitique après cette offensive sans précédent d'Israël contre l'Iran. Oui, c'est arrivé cette nuit après plusieurs jours de crainte. Cette offensive sur des sites militaires et nucléaires a tué des hauts responsables militaires. Emmanuel Macron a réuni ce matin un conseil de défense sur le sujet. Téhéran a promis une riposte sans limite. Les gardiens de la révolution ont garanti la vengeance de la mort de leur chef. Les craintes d'une escalade du conflit se font ressentir sur les marchés, mais les réactions restent mesurées. Quelles sont les réactions qu'on peut observer, notamment sur le marché des matières premières, Pauline? Le prix du pétrole a bondi de plus de 10%, ramenant le baril de Brent autour de 75 $. Une telle hausse n'avait plus été observée depuis le début du conflit Russie-Ukraine en 2022. Les investisseurs se réfugient sur l'or et les obligations. Le rendement américain à 10 ans s'établit autour de 4,35%. Le dollar est également en hausse et l'euro-dollar se traite autour de 1,15 après avoir atteint 1,1610 plus tôt. Que dire de la dynamique des marchés actions en cette fin de semaine? Les marchés actions sont en repli aujourd'hui de plus de 1% pour le CAC 40 qui évolue sous 7700 points. L'Eurostoxx 50 recule de 1,5% et le Stoxx 600 d'environ 1%. Aux États-Unis, les indices sont ouverts en baisse également de l'ordre de 1% pour le S&P 500 et le Nasdaq. Du côté des valeurs, Total Energy est en tête du CAC, GTT est en hausse de 3% environ. Aux États-Unis, ExxonMobil est en hausse de 1,5% dans les premiers échanges. Les valeurs liées au tourisme, aux loisirs et aux voyages sont particulièrement affectés. On pense notamment au titre Air France aujourd'hui qui affiche un recul assez marqué. Oui, la remontée des prix du pétrole et les tensions géopolitiques ne profitent évidemment pas aux compagnies aériennes. Le titre cède 5%. Boeing ouvre en repli de 4% après avoir cédé 5% hier à la suite du crash de Air India dans lequel plus de 260 personnes sont décédées. Les autorités américaines n'ont pas reçu de données qui justifieraient de suspendre les vols des 787. Toujours du mouvement dans le secteur bancaire et toujours ce mouvement de consolidation qui se poursuit en Europe. Oui, le groupe français BPCE a déclaré dans un communiqué être entré en négociation exclusive pour racheter la banque portugaise Novo Banco. Elle est valorisée à 6,4 milliards d'euros et ce projet devrait voir le jour en début d'année prochaine. Un mot de la macro avec à l'agenda aujourd'hui la production industrielle en zone euro qui a été publiée. Oui, elle ressort inférieure aux attentes et au mois précédent en repli de 2,4% après une hausse de 2,4% en mars. On a également regardé la balance commerciale de la zone euro d'avant
avril. L'excédent commercial était attendu à 18 milliards, mais s'établit finalement à 10 milliards d'euros en avril. Et le chiffre de mars a été révisé à la hausse. Bon, et puis on a eu les secondes estimations de différents chiffres d'inflation en zone euro, notamment pour la France. Ces nouvelles estimations n'ont rien changé par rapport à l'estimation initiale. Non, en mai, l'inflation en France en données harmonisées est confirmée en repli de 0,2% sur un mois et en hausse de 0,6% sur un an. L'inflation allemande a également été confirmée en hausse de 0,2% sur un mois en mai et de 2,1% sur un an en données harmonisées. Quels sont les événements qui marqueront la semaine prochaine sur les marchés, Pauline ? La semaine prochaine sera rythmée par la décision monétaire de la Réserve fédérale qui se réunit les 17 et 18 juin. On attend aussi la décision de la Banque d'Angleterre et de la Banque nationale suisse le 19. La seconde estimation de l'inflation en zone euro pour le mois de mai est également attendue. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Christian Parizeau est avec nous ce soir, économiste et président d'Altair Economics. Bonsoir Christian. Bonsoir. Arnaud Morel nous accompagne, le directeur de la gestion sous mandat de Promépar Asset Management. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Grégoire. Et à nos côtés également Patrice Gautry, chef économiste de l'Union bancaire privée. Bonsoir Patrice. Bonsoir. Messieurs, la géopolitique s'invite à nouveau à la une. Alors les tensions géopolitiques sont permanentes dans le monde aujourd'hui. Là on a une tension supplémentaire entre l'Iran et Israël, avec, je le disais en introduction, sans doute, selon les spécialistes, une offensive sans précédent d'Israël contre le régime iranien dans son ensemble. Est-ce que ça marque une forme de point de non-retour dans cette tension, là aussi permanente, entre Israël et l'Iran Patrice, on a vu bien sûr la réaction des marchés de matières premières, du pétrole en premier lieu. C'est une réaction légitime à ce stade. Est-ce que c'est quelque chose qui peut s'inscrire dans la durée ? Alors on verra, ça dépendra effectivement, là on n'est pas devin, c'est difficile de mettre des scénarios surtout économiques attachés à des événements qui sont de cette nature. Ce que j'observe et ce que je vais regarder avec attention, pour l'instant j'observe que la réaction des marchés, y compris du pétrole, est relativement modérée dans son ensemble. Donc $75 effectivement c'est beaucoup plus qu'auparavant, mais on n'est pas à 80. Oui. L'an passé, on était à 80 à la même période, on était à $80. Oui. On n'est pas à 90, on n'est pas à $100. Donc visiblement, les marchés bien entendu réagissent, il y a un effet protection que l'on observe, mais on n'est pas dans le scénario du pire. Donc ce qui veut dire que là, les marchés ont donné un premier élément de réponse, ce qui signifie qu'effectivement l'évolution donc attendue ces prochains jours va être déterminante. Et ce que j'observe, ou ce que je veux observer, c'est est-ce que le conflit reste un conflit entre deux pays, l'Iran et Israël, ou est-ce que ça devient un conflit régional avec une intervention directe armée ou du moins militaire américaine, même si on sait qu'ils sont pas très très loin effectivement de conseils peut-être à Israël. Donc, sachant qu'Israël a quand même affaibli pas mal de partenaires clés, de proxy comme on les appelle, de l'Iran depuis déjà quelques mois, voire quelques trimestres. Oui, effectivement, l'influence, la zone d'influence effectivement de l'Iran s'est peut-être réduite. On le voit avec le changement de régime qu'il y a eu en Syrie, avec l'évolution pas positive de ce qui se passe au Liban. Donc là aussi, c'est un élément de probabilité, un scénario, encore un élément de risque. Est-ce que côté Liban, est-ce qu'il peut y avoir une ouverture d'un front contre Israël en réaction à cela? Et puis bien entendu, on n'oublie pas les Houthis avec le détroit d'Ormuz et éventuellement d'autres choses. Donc avant de changer des scénarios, il faut effectivement observons comment l'évolution du conflit change encore de nature. Ce que l'on sait par contre, et ce que je retiens, ou du moins premier renseignement, c'est que le calendrier israélien n'est pas visiblement le même que le calendrier trumpien, en ce sens où visiblement les espoirs d'obtenir rapidement, y compris ce week-end, un deal, un accord avec l'Iran sur le dossier nucléaire a été certainement bouleversé par cette prise d'initiative israélienne, même si elle a été un peu autorisée. Cet espoir, Trump l'entretenait il y a encore 24 heures. Exactement. Ce qui veut dire que la politique étrangère américaine doit être obligée de se repositionner sur le Moyen-Orient. Et le Moyen-Orient, on avait vu qu'il y avait des tentatives de stabilisation, de pacification, avec l'émergence d'économies et de pouvoirs politiques forts, notamment autour de l'Arabie Saoudite. Donc en fait là, il y a une redistribution des cartes qui implique à
M. Trump de revenir sur le Moyen-Orient et certainement à infléchir ou à changer en termes de priorité sa politique étrangère. C'est aujourd'hui moins la Chine, même si Taïwan est encore un problème, mais beaucoup plus effectivement cette pacification. Donc tant qu'on ne parle pas effectivement d'une zone Moyen-Orient complètement déstabilisée avec un nouveau choc pétrolier, et là ce serait un pétrole au-dessus de $90, les scénarios fondamentaux pour l'instant ne bougent pas. Alors après on peut mettre des protections, etc. Mais du point de vue économique, pour l'instant, je n'ai pas encore changé. Pas un game changer macroéconomique encore après, 24 heures après cette offensive éclair d'Israël contre les cibles iraniennes. La hausse du pétrole, alors qui a atteint plus de 10% il y a quelques heures, c'est quand même nettement réduite. Elle a été divisée par 2. On gagne 5-6% sur les cours du brut ou du Brent. Alors un élément qui est important et qui est intéressant, et justement là, c'est les éléments de scénario. C'est-à-dire, on a vu sur les 3 derniers mois que le pétrole était un contributeur négatif en termes d'inflation. Oui. Les États-Unis, la zone euro, la désinflation a été aidée, renforcée par de nouvelles baisses du prix du pétrole. Ce qui veut dire que là, on est peut-être en train de perdre cet avantage pour les 3 prochains mois. Et d'ailleurs, d'un point de vue de marché, Arnaud, je ne sais pas si tout le monde était short pétrole, mais en tout cas, il y avait un consensus baissier sur le pétrole, ou en tout cas l'idée que entre l'OPEP, la capacité de l'OPEP à alimenter le marché, peut-être plus que nécessaire, une faiblesse peut-être en face de la demande mondiale également, il n'y avait pas de raison de voir d'envoler du pétrole. Totalement pas. Le consensus marché était totalement baissier sur la partie pétrole. À plusieurs raisons. Déjà, c'est le retour, on va dire, du marché de l'OPEP qui reprend la main en remontant la production 2 fois. Donc, vous avez une capacité et une offre qui allait redevenir importante. Vous avez la concurrence américaine qui allait aussi se raréfier, puisque aujourd'hui, ils ont un point mort sur les prix d'extraction aux alentours de $50 aux États-Unis. En gros, ils vont pas remettre des nouveaux puits. Ils ont utilisé tous les gisements qui étaient les plus efficients lors du précédent conflit entre l'OPEP et les États-Unis, on va dire ça comme ça, entre 2014 et 2017. Et troisième point, c'est l'impact aujourd'hui des droits douaniers sur la croissance économique mondiale. Donc clairement, le consensus n'était pas aujourd'hui positif sur la baril de pétrole. Mais en qualité de stock picking, il était quand même intéressant de détenir et de continuer à maintenir des valeurs aujourd'hui pétrolières, que ce sont des valeurs de rendement, qui sont des valeurs à valorisation très abordables, et surtout quand on est en période de conflit géopolitique et notamment sur la partie Moyen-Orient. Donc ça, tous ces faits-là aujourd'hui, c'est un reversal de marché. On revient sur des points la dernière fois où il y avait l'attaque d'Israël sur Iran, en avril et en octobre. On a vu le pétrole a fait plus 3, plus 5. Là, on a fait un plus 12 dans la nuit. Ouais. Donc là, voilà, il y a quand même un degré un peu plus important, ce qui est logique, comme on peut toucher quand même des sites, on va dire, nucléaires et balistiques. Les spécialistes que j'ai écoutés nous disent que la nature de l'offensive est beaucoup plus profonde que ce qu'on avait vu effectivement quelques mois en arrière avec la réplique des drones, etc., qui avait créé assez peu de dégâts, pour dire les choses. Clairement. Et donc, de fait, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a, on va dire, un marché qui reste, on va dire, assez contraint dans les évolutions de performance. On va voir un petit peu ce qui va se passer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. L'Iran promet une réaction. Il ne faut pas oublier qu'il y a le détroit d'Ormuz. C'est aujourd'hui 20% du trafic. Exactement. De trafic pétrolier mondial, quotidien, et 17% sur la partie gaz. Ouais. Donc c'est pas neutre en termes d'inflation notamment et des perspectives inflationnistes. Il faut regarder aussi dans le stock picking, descendre un petit peu les valeurs les plus exposées sur la partie Moyen-Orient. Et on en a beaucoup. Ce qui s'est passé ce matin, vous avez toutes les valeurs pétrolières qui prennent 3-4%. On l'a vu, qu'il y a eu quand même des traitements qui ont été faits, des analyses qui ont été faites. Vous voyez que les Total, les BP, sont repartis, étaient proches d'avoir un niveau neutre sur la journée. Pourquoi ? Parce que 26% de l'exposition aujourd'hui de Total de ses revenus, que ce soit gaz ou pétrole, se situe au Moyen-Orient. Donc il y a des points importants, il va falloir travailler tout cela dans les prochains jours et prochaines semaines en qualité de jeu. Oui, c'est pas que du positif non plus pour ces grands groupes pétroliers mondiaux, loin de là. C'est une situation complexe, effectivement, à regarder au cas par cas. Bon, effectivement, est-ce que cette journée de vendredi, ce regain de tension géopolitique qui fait remonter les cours du pétrole, ça vient abîmer une semaine où on avait eu des nouvelles sur l'inflation qui étaient encore positives, côté américain notamment. Christian, on se demandait même où était passée l'inflation là. On la voyait quand même un petit peu dans quelques détails. Il y avait quelques détails qui étaient un petit peu peut-être inquiétants quand on lisait le rapport un peu dans. Les bananes, le prix des bananes, j'ai vu que a suscité beaucoup de commentaires. Beaucoup de commentaires, mais il y avait quand même quelques secteurs qui sont peu concurrencés aux États-Unis, qui ont vu quand même leur prix remonter assez sensiblement sur
sur les mois. On a vu aussi que les marges des distributeurs qui avaient beaucoup baissé en avril étaient en train de se reconstituer et remonter sur le mois de mai. Donc ça veut dire qu'on va... et puis on sait derrière que l'inflation elle est à venir, puisqu'on sait que les entreprises américaines ont constitué des stocks de précaution. Et donc c'est quand ils vont renouveler leurs stocks qu'ils vont... On ira au bout des stocks avant forcément, puisque pour des raisons aussi de compétition entre les... Mais après, moi je me mets à la place de Walmart. Mettez-vous Walmart en ce moment, ils sont en train d'acheter les gommes et les crayons de la rentrée. Bien sûr. Alors, est-ce que je fais arriver le navire avant qu'il se rencontre à Londres? Est-ce que je le fais revenir après? Ou alors est-ce que j'attends le 10 août pour qu'il rentre dans le port et qu'il soit taxé à ce moment-là? Donc, la fin de la période de trêve, qui est la période, voilà. 10 août, un peu décalé par rapport à... Je me mets à la place du directeur des achats de Walmart, il doit être avec sa boule de cristal et essayer de voir qu'est-ce qu'il faut faire, parce que je rappelle aussi un élément qui on commence à voir la confirmation, et on l'aura la semaine prochaine avec les prix à l'import, c'est, vous savez qu'on a les prix à l'importation aux États-Unis, ce sont les prix à l'import, c'est avant droit de douane, hein. Et donc on n'a pas vu les prix à l'import baisser de 10%. Donc ça veut bien dire que ce sont les fournisseurs n'ont pas baissé leur prix. Ça veut dire que c'est bien les entreprises américaines qui payent la taxe. Ce sont les importateurs qui vont la payer. Ça arrive au port américain. Et qui la répercuteront ou non sur le consommateur final. Et donc c'est soit un effet marge, soit un effet prix, quoi qu'il arrive. Et donc ça va quand même jouer sur notre scénario économique pour les États-Unis. Donc globalement, on attend, mais je pense que la Banque centrale américaine n'a pas changé de position, du wait and see, parce qu'elle veut voir qu'est-ce qui va en dégoûter. Après, l'autre élément négatif, naturellement, c'est l'effet pétrole, parce que l'effet pétrole, c'était quand même un élément qui modérait beaucoup nos scénarios dans le côté négatif, parce que une baisse des cours du pétrole, c'est du pouvoir d'achat pour les pays développés, pour les ménages. 20%, à un moment. Bon, voilà, on a quand même eu un effet pétrole qui était assez positif. Alors, certes, par exemple, si je prends le cas de l'Europe, on avait l'appréciation de l'euro, mais d'un autre côté, on avait un effet positif pour la demande intérieure en Europe et une baisse des coûts pour les entreprises. Donc c'était quand même un élément assez modérateur. Donc si maintenant on doit avoir en plus un choc pétrolier, plus les droits de douane, ça fait beaucoup. C'est-à-dire quoi, les planètes sont en train de se désaligner pour l'Europe? On a beaucoup parlé d'un alignement de planètes peut-être inédit. Là, les choses sont en train de avec bouger. Un bémol, oui, ça bouge. Avec un bémol, c'est pas un choc pétrolier encore. Ce qui serait le pire des scénarios, ça serait un vrai choc pétrolier. Qui s'installe dans le temps. Ouais, qui s'installe dans le temps. Parce que là, si vous avez le pétrole qui prend 5% et puis que dans 3 semaines, il a perdu 3%, bon, tout le monde vous dira que c'était, on s'amuse à se faire peur. Donc, la vraie problématique, est-ce que déjà on est sur un pétrole un peu plus cher? Je vais dire oui. Parce que dans les cours du pétrole, il y avait quand même l'intégration qu'on pouvait avoir une levée des sanctions contre l'Iran et que l'Iran, à terme, allait revenir sur le marché. Donc, il y a quand même ce scénario qui est complètement... Qui disparaît complètement. En éclat. Donc, faut quand même se dire que toute chose égale par ailleurs, il y a quand même cet élément-là qui est un peu plus dossier pétrole. Mais ceci dit, l'OPEP produit plus et c'est pas dramatique. Hein. Deuxième chose qui va quand même créer une prime, c'est que je pense qu'Israël est dans une frappe, pas une seule fois. Hein, ils ont utilisé 200 avions, ils vont continuer. En plus, l'Iran a montré qu'ils étaient incapables d'arrêter l'attaque d'Israël, donc ça veut dire qu'ils ont vraiment un vrai problème. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est, alors je sais pas si c'est vrai, je suis pas spécialiste, mais si véritablement il y a une volonté d'Israël de faire chuter le gouvernement iranien, c'est jamais bon, parce que d'une part, on sait pas, alors, je suis pas pro-iranien, pro-gouvernement iranien, c'est pas ça, mais on sait pas qu'est-ce qui va être à la place. Ça peut être bien pire, ça peut être beaucoup plus déstabilisant. Et puis un gouvernement qui est aux abois, c'est une incertitude supplémentaire. Et un gouvernement qui est aux abois, là, il peut être tenté de faire mal à tout le monde, et là, il peut être tenté de bloquer le détroit d'Ormuz, juste pour montrer, attention, si vous allez trop loin, si vous voulez vraiment me faire chuter, moi, je peux mettre la pagaille dans le monde. Donc, je dis pas que c'est mon scénario, je ne sais pas, mais j'aime pas ces aspects un peu justo-boutistes, parce qu'on sait que derrière, ça se termine jamais très bien, et c'est jamais très bon pour l'économie mondiale. Donc, je dirais qu'on avait l'incertitude droit de douane, qui était déjà un élément très négatif. Maintenant, on a l'incertitude pétrole. Je dirais plus incertitude que réelle remontée durable des cours du pétrole que choc pétrolier. Mais on doit maintenant rentrer sur l'incertitude pétrole. Ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup pour la croissance mondiale. Oui, et spécifiquement pour l'Europe aussi. On peut ajouter à ça la hausse de l'euro. Alors, très bien, la hausse de l'euro, c'est désinflationniste. Bon, est-ce qu'on a besoin aujourd'hui de forces désinflationnistes supplémentaires en Europe? J'en sais un, mais bon, on peut rajouter aux droits de douane potentiellement unilatéralement décidés par Trump d'ici
d'ici le 8 juillet sur l'Europe. Les 10% de hausse du pétrole aujourd'hui et un niveau de l'euro-dollar à plus de 1,15 désormais. Est-ce que ça reste toujours des paramètres aussi favorables pour la zone euro Oui, alors on peut s'amuser à se faire peur. Ouais. C'est vrai que j'ai fait un test, test, on va dire. Alors, à la demande d'un client qui m'a dit, mais que se passe-t-il si on a les 10% de droits de douane de M. Trump, si on a 10% de hausse du pétrole et si on a véritablement l'euro qui s'apprécie de 10%. Alors c'est vrai que certains vont m'objecter, on a vu le dollar remonter là à court terme, mais d'une part il n'a pas beaucoup remonté. Face à une situation comme ça, on aurait pu avoir un rallye beaucoup plus fort. Donc ça montre que quand même les investisseurs ils sont prudents. Le refuge dollar n'est pas aussi fort. Moi honnêtement, vous m'auriez dit juste avant, j'aurais dit le dollar il va s'envoler. Et là on est quand même assez surpris. Donc ça montre qu'il s'est passé quelque chose. Et puis sur le dollar, c'est l'été de tous les dangers, parce que on va voir la réaction des marchés face à la loi que veut faire voter l'administration américaine, notamment avec un article qui est peu favorable aux donc ça pourrait être chahut. Et puis si derrière vous avez 2-3 émissions du Trésor qui se passent mal, moi j'ai été étonné, j'ai eu des questions cette semaine, on m'a posé des questions sur l'émission du Trésor de 10 ans américain et du 30 ans, on m'a demandé est-ce que ça avait été sur couvert, bon oui ça l'a été, ça s'est bien passé, mais c'est juste, on me pose la question, d'habitude on me pose pas la question, donc le fait qu'on se pose la question, c'est que les gens sont un peu nerveux sur ce sujet-là, et attention parce que là en ce moment le Trésor n'émet pas en net, c'est-à-dire que le Trésor américain est à son plafond de la dette et donc il roll sa dette, et donc il n'émet pas beaucoup, il ne demande pas plus d'argent aux investisseurs. Par contre attention, c'est du réinvestissement, c'est du refinancement. Voilà, si la loi passe, on va monter le plafond de la dette et à ce moment-là on va devoir rattraper toutes les dépenses qu'on a mis un peu de côté. Par exemple, l'État américain n'a pas pu payer ses cotisations retraite de ses fonctionnaires, il a juste fait une reconnaissance de dette au fonds de pension, puis derrière il va relever de l'argent cet été pour rembourser. Et donc on va avoir énormément d'émissions du Trésor au moment où on aura relevé le plafond de la dette. Donc est-ce que ça va bien se passer? Parce que je vous fais le scénario pire. Allez, je vous fais un dollar qui est affecté parce que les taux longs montent et qu'on a une sorte de perte de confiance dans l'actif refuge dollar. Je vous fais le pétrole qui prend 10%. Je vous fais naturellement face à tout ça les droits de douane de M. Trump qui sont activés au minimum à 10%. Alors l'impact est quand même assez violent. Alors c'est vraiment des impacts toutes choses égales par ailleurs, et si on reste sur un an. Ça dure. Voilà, si ça dure, ça s'installe sur un an. Voilà, c'est pas sur 2 jours. Bien sûr. On est sur 1 point de PIB d'impact en milieu de fourchette, on va dire, puisque c'est des modèles qui vous donnent des fourchettes, et donc vous êtes sur un impact à peu près de 1 point de PIB sur un an de négatif sur la croissance européenne et de 1,5 sur 3 ans. D'accord. Donc le choc est quand même, c'est un choc violent. Vu le niveau de croissance qu'on est capable de générer, c'est pas rien. Ça veut dire que ça peut nous faire tomber en récession en Europe sur ce choc-là. Bon, ce sont des modèles économétriques. Encore une fois, ça replie. Je vous dis pas que c'est au dixième près, mais ça veut dire qu'il faut quand même prendre ce scénario. Mais c'est un scénario de stress. Et alors, je dirais seul bémol que j'ai pas pu intégrer, qui est difficile à intégrer, c'est quand même que je pense que la BCE va baisser ses taux de manière assez agressive si on est dans ce scénario-là. Oui, d'accord. Dans ce scénario-là, on s'entend. Parce que je pense que la BCE ne croira pas en un retour de l'inflation durable. Et à ce moment-là, elle baissera ses taux. Les taux longs européens ont tendance plutôt à reculer. Et donc, je pense que ça, c'est des éléments de soutien. Et puis l'autre élément que j'ai pas intégré aussi dans ces modélisations, c'est les éventuels impacts du plan de relance allemand qui va quand même un petit peu limiter. Donc j'aurais tendance à vous dire un petit peu moins qu'un point de PIB. Mais voilà, c'est quand même pas neutre. Voilà, c'est pas neutre et ça fait quand même une belle révision à la baisse des BNPA des entreprises si vous jouez ce scénario-là. Donc à surveiller quand même. Sur la faiblesse du dollar, Patrice, qu'est-ce que vous dites à ce stade? Est-ce qu'on est simplement dans une mécanique de dépréciation, alors qui se fait de manière assez visible, c'est 10% de baisse du dollar face aux grandes devises, ou est-ce que c'est pour vous est-ce qu'il y a les fondements d'un cycle beaucoup plus long de baisse du dollar, comme certains l'imaginent aujourd'hui? Oui, je pense qu'on est dans une dépréciation assez régulière, donc on a fait une grande marche. On voit bien que les positionnements sur le marché jusqu'avant cette intervention israélienne n'étaient pas en faveur d'une deuxième grande marche, mais effectivement, vous avez tout à fait raison de mentionner que les risques sont là. Donc on travaille en fait là sur les risques extrêmes et il n'y en a aucun qui disparaît, mais au contraire on en accumule de nouveau. Et donc on pourrait avoir effectivement aidé soit par de moindres hausses de taux ou une prime de risque qui ne soit pas significative pour attirer de nouveaux investisseurs du côté des États-Unis, à avoir en fait encore d'autres phases de dépréciation. Donc nous on travaille sur un dollar à 1,18, 1,20 fin d'année. Donc ça veut dire qu'il y a encore une autre marche. On ne croit
n'arrivera pas pour autant, pour l'instant, à la dédollarisation, mais on a vu effectivement que tout le bruit qui est fait autour des tarifs a amené les pays émergents à se poser la question sur l'euro, l'utilisation du dollar, et effectivement, comme par hasard, à reconstituer des réserves qui ne sont pas en devises mais qui sont en or, de façon à avoir une très large diversification. Donc, sans parler de dédollarisation, parce que le dollar reste encore au centre en fait de nos systèmes financiers, ça c'est éventuellement 46% des réserves en dollars aujourd'hui. Exactement, et en termes d'utilisation. Oui. Mais par contre, on voit qu'il y a une recherche d'alternatives. Donc, et après, le grand mouvement, c'est l'investisseur. Est-ce que l'investisseur japonais ou européen a intérêt à détenir du dollar? Alors, il a intérêt si il n'y a pas une perspective de dépréciation de la devise, et surtout en termes de rendement. Et là, les rendements européens, les rendements japonais rappellent l'épargne domestique à rester dans la zone domestique et ne pas nécessairement refinancer le trésor américain avec effectivement. Les Japonais avaient quand même vendu pas mal de treasuries, de Bund également, peut-être pour profiter de rendements chez eux. Donc en fait, on a, si à très très court terme, on va peut-être pas déclencher le signal d'alarme. Par contre, on voit bien qu'il y a une logique de trouver des alternatives en fait au dollar en tant que monnaie d'échange, de monnaie de transaction et à moyen terme de monnaie de réserve. Et là, il y a des concurrents. Madame Lagarde a rappelé que l'euro était un concurrent. Il y a la zone yuan qui est en train de se former. Et puis, il y a toute la réflexion qui se fait, qui est pour l'instant encore dans les cartons, dans les briques plus, c'est-à-dire en fait comment moins dépendre du dollar sans effectivement se passer définitivement du dollar. Derrière ça, il y a évidemment une question de confiance. La phase de succession de Jérôme Powell, ça va être un nouveau test pour la confiance des investisseurs dans le dollar, selon la manière dont ça se déroule. Alors les noms des candidats, on les connaît. On a rajouté Scott Bessent à la liste, Kevin Warsh, Kevin Hassett aussi. Enfin, des noms qui ont déjà circulé. La question, c'est de savoir est-ce que cette succession se fait de manière ordonnée, c'est-à-dire on laisse le temps à Jérôme Powell d'aller jusqu'au bout de son mandat en mai 2026, ou est-ce que déjà le candidat potentiel successeur de Jérôme Powell s'invite dans la partie avant même la fin du mandat de Jérôme Powell? Alors oui, Powell va terminer son mandat. Ça oui. Ça c'est acquis et la Fed restera indépendante, ça c'est acquis. Par contre, je suis pas sûr qu'on connaisse tous les noms des candidats. Et Monsieur Trump, très bien, parce que la rumeur Bessent semblait plutôt comme une fake news ou pour tester d'autres candidats. Et sachant que Monsieur Trump peut bouleverser peut-être aussi un petit peu le calendrier du côté des gouverneurs en place, en nommant ou en profitant du départ d'autres éventuellement gouverneurs pour faire rentrer les mettre en place dans le Conseil des gouverneurs et les lire en quelque sorte comme étant le prochain responsable. Donc la course est ouverte, c'est une course. Il est évident, et ça on l'a déjà testé dans les derniers mois, que si on remet en cause le statut de la Fed, si on remet en cause l'indépendance de la Fed, là on rentre dans un système dans lequel on est à dominance fiscale, c'est-à-dire que grosso modo on fait du Liberty Bonds pour les historiens, c'est-à-dire on finance avec de l'émission de monnaie. Là vous êtes certain que là il y a une trajectoire qui s'accélère à la baisse sur le dollar. Bon, on suivra ça, mais ça va être la séquence des prochains mois. Alors on a encore un peu de temps, sachant que effectivement avec Monsieur Trump, on sait que c'est pas linéaire, ce sera chaotique. Non, on avait, et même certains dans l'équipe de campagne de Trump le poussaient à mettre en place ce qu'ils appellent une shadow Fed, c'est-à-dire une Fed de l'ombre avec un gouverneur de l'ombre qui viendrait commenter, contredire potentiellement les décisions officielles prises par la Réserve fédérale américaine. Un avis qui peut troubler quand même le jeu de marché de ce point de vue-là. Le futur est magique. Juste rapidement pour rappeler que Powell n'a qu'une voix au sein du FOMC. Certes. Faut pas l'oublier. Alors il a une voix double en cas d'égalité, mais il n'a qu'une seule voix. Et donc tous les présidents de Fed qui votent à tour de rôle sont aussi importants, et les gouverneurs aussi. Ils vont pas tous être renouvelés du jour au lendemain. Donc voilà, faut quand même un peu relativiser. C'est un porte-parole. Le président de la Fed, il est porte-parole du FOMC, il dit, mais celui qui préside le FOMC, je le rappelle, c'est le président de la Fed de New York. Oui. C'est même pas Monsieur Powell qui organise le FOMC, le conseil. Il n'est pas chairman du FOMC. Il n'est pas chairman du FOMC, il est chairman de la Banque centrale, il fait la conférence de presse, il est porte-parole des décisions de la Banque centrale, mais celui qui organise, qui a main sur l'agenda et tout ça, qui organise tout ça, c'est le président de la Fed de New York. Okay. Donc juste pour relativiser un petit peu. Bon.
Après, ça joue la psychologie des marchés, je suis d'accord. Ouais. Mais faut quand même retenir Ok, ça. Hein. ok. Même sans Powell, il peut y avoir effectivement. Il peut y avoir une opposition et le futur président pourra voter une baisse des taux et tous les autres voteront pas forcément cette baisse des taux. Je reviens à l'Europe avec un euro-dollar à 1,16. Alors un pétrole qui a un peu monté aujourd'hui, on verra ce qu'il en est des prochains jours. Mais est-ce que les planètes pour l'investisseur restent autant alignées avec un euro-dollar à 1,16 aujourd'hui, Arnaud, ou est-ce que ça peut commencer à peser aussi un peu sur les actions européennes qui sont très bien comportées sur cette première partie de l'année, hein? On dit qu'on est à peu près sur le prix d'équilibre euro-dollar, enfin en tout cas ce qu'on a connu sur la moyenne des 10 dernières années. Ça favorise aussi aujourd'hui quand même les déficits et ça rééquilibre un peu les échanges commerciaux d'avoir un dollar qui s'affaiblit et des devises convergentes qui augmentent. Sur la partie, on était aussi satisfait, hein, un euro plus important pour acheter le pétrole qui faisait également moins 14 depuis le début de l'année, avant aujourd'hui, également satisfait, et sur la perspective d'inflation. Après pour les entreprises, quand on regarde dans le stock 600, en termes de revenus générés en dollars, on est à 25%, et en termes de bénéfices, on est à 38%. Donc en gros, si je prends 10%, c'est un calcul assez simple, hein, j'ai un impact qui est aujourd'hui sur les BPA de 3,8%. D'accord ? Et je suis à 2,5 pour les revenus. Je vous apprends rien sur les calculs, mais c'est important. Quand on regarde le prix d'équilibre l'an dernier, l'évolution de l'euro-dollar, on était à 1,08 de moyenne en 2024 à peu près. Sur le premier, on va dire les 5 premiers mois, premier semestre, on y est presque. On est à peu près sur la même moyenne. Donc pour les entreprises, ça n'a pas trop d'impact en termes de hedging. Je regardais un petit peu sur la publication qui a été faite sur le T1 d'Airbus, qui génère 40% de son chiffre d'affaires, ça en Europe, mais c'est du dollar, je crois, plus de 50%, j'ai pas le chiffre exact. Aujourd'hui, ils nous faisaient part qu'ils étaient couverts à hauteur de 90%, d'accord, sur l'année 25. Ils ont des produits qui sont mis en place sur 3 ans, donc là-dessus, normalement, à ce niveau-là, si on n'évolue pas plus et qu'on n'augmente pas et il n'y a pas d'impact majeur à ce stade pour les grandes entreprises qui ont besoin, les couvertures sont en place. Pour les SAP, je pense que ça doit être le même modèle. Ils sont à plus de 50%. D'accord. Voilà. Après, c'est si on a une dévaluation, la capacité de se couvrir. Hein. Exactement. Après, si on rentre dans un cycle de dévalorisation du dollar et que ça s'accélère pour une raison XY par rapport à ce qui a été dit par Christian avec quelque chose sur le budget, les taux américains qui chauffent un petit peu sur cet été, la rentrée, ça peut changer le cas. Il est certes que sur le deuxième trimestre, sur les publications, on va voir que peut-être sur des sociétés qui sont moins habituées à se couvrir, qui ne sont pas les grosses capitalisations, on peut avoir des problématiques parce que quand vous avez 7% qui évoluent, on fait 1,0, je crois de mémoire 1,07, 1,015, 1,016, pratiquement, c'est 7%, donc c'est pas neutre. Donc on va voir ce qui est fait. Je regarde un petit peu sur la publication, quand on regardait début avril, la baisse des BPA, on passe de 12 à 4, là on est à 3 sur le stock 600. On attend 3 On attend 3 aujourd'hui. Hein. Enfin, sur c'était divisé par 3 et divisé par 2 sur le Dow Jones aux US. Donc on converge à nouveau vers 0 quand même. Exactement. Okay. Et pour la troisième année consécutive. Exactement. Mais avec un niveau marché qui a pris pratiquement 20% de pli. Mais voilà, expansion des multiples au maximum sur l'ensemble des zones. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, sur la première publication et sur les révisions qui ont été faites, l'impact de devise, elle est nul. C'est ça que je veux dire. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe. Après, la visibilité est quand même assez tendue pour avoir aujourd'hui un aperçu de ce qui va se passer. Bon, et alors sur l'investissement en actions européennes, ça a été peut-être sans doute la bonne réaction, ou en tout cas la réaction qu'il fallait avoir au cours du premier semestre, avec en plus la double peine et la baisse du dollar. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui au regard de ce que vous nous dites? On révise encore à la baisse les bénéfices. Est-ce que les marchés européens peuvent se payer une troisième année sans croissance bénéficiaire des entreprises? Je laisse mes collègues répondre plus à cette partie-là. Non, mais je vais répondre. En tout cas, c'est possible puisqu'on l'a fait 2 fois d'affilée. Mais des fois, comme je vous dis, les expansions des multiples, quand on a des taux longs qui continuent à augmenter, normalement, c'est problématique. Maintenant, on va voir par rapport à ce qui a été dit. Voilà, si on a des chiffres macroéconomiques qui se tassent un petit peu, qu'on ait des taux qui rebaissent, le challenge peut devenir un peu moins important. La partie aussi sur les earnings, parce qu'on a quand même beaucoup de rapatriement des flux sur la partie européenne, quoi qu'on en dise, c'est exact, ça peut redonner peut-être du potentiel sur les bénéfices des sociétés européennes. Ça peut être un effet secondaire, pour les marchés, pour le repricing. Tout ça pour dire que sur les allocations, il faut rester très diversifié. Les émergents aujourd'hui quand même, avec la baisse du dollar, la baisse du pétrole, pour ces sociétés-là, pour ces zones géographiques-là, pour ces pays-là, ça semble être quand même porteur. Et les révisions de bénéfices, quand on regarde au Japon ou en Chine, sont assez neutres, faibles. Donc ça aussi, c'est un point important. Alors, en Chine, on revient de loin, bien sûr. Donc ça, c'est le point important. Sur la zone économique européenne, on a quand même des sociétés qui restent aujourd'hui dans la partie value, qui sont encore assez décotées,
qui amène du rendement, donc une perspective, un challenging aujourd'hui face à des taux un peu plus longs. Donc ça aussi, c'est important et on le voit diamétralement aujourd'hui sur la performance de la value versus croissance en zone économique européenne, ce qui est moins le cas aux États-Unis. Et sur la partie États-Unis, c'est l'effet devise et la partie bénéfice qui pose toujours problème, et les valos qui sont revenus à 22 fois les bénéfices sur les oui. C'est pas moins cher qu'avant. Hein. Oui, non, c'est pas moins cher qu'avant. Donc aujourd'hui, on reste surpondéré sur la zone économique européenne, on augmente un petit peu sur la partie émergente et notamment sur les technologiques chinoises pour revenir sur des valorisations qui sont décotées versus les États-Unis. On continue de redéployer hors des États-Unis. Ça reste le mouvement. Ce mouvement-là, même si on reste toujours prépondérant sur les leaders technologiques sur la partie américaine, mais il y a un arbitrage. Qui ont bien rebondi. Il y a un arbitrage qui se passe. Si on parle investissement, Patrice, qu'est-ce que vous dites là pour l'union bancaire privée à l'issue de ce premier semestre? Bon, les grands enseignements, est-ce qu'il est encore temps de continuer de redéployer en dehors des États-Unis tout ce qui a pu être accumulé en termes d'actifs en dollars? Alors, on va peu bouger en fait les allocations, c'est-à-dire on va rester quand même avec un biais américain, avec un biais technologique. D'ailleurs, on a vu que les sociétés, elles continuaient à progresser dans un environnement difficile. Et tout ce que l'on a vu sur la macroéconomie, en fait, ça semble être une autre histoire du côté de la technologie. Donc la technologie, en fait, l'histoire de moyen terme, elle reste en place. Donc rester actif dans ce secteur, c'est intéressant. Donc on va avoir dans nos allocations encore une surpondération américaine. Et effectivement, je souscris tout à fait à l'idée de diversification. La diversification, c'est l'Europe. Il y a les thématiques sectorielles qui sont évidentes. La défense, l'énergie, on en a parlé. La défense s'impose à plusieurs niveaux. Et puis effectivement, les diversifications, c'est intéressant aussi de suivre. Alors à des marchés émergents, on pense bien entendu à la Chine, mais il y a d'autres petits marchés. Alors pour les particuliers, ça va être un peu plus difficile. Il y a l'Inde, qui est le Brésil aussi, un marché qui est assez fort. Alors je resterai sur plutôt l'Asie. Et en fait, ce qui nous intéresse, c'est l'Asie. Donc effectivement, l'Inde, Singapour aussi est un marché intéressant. Et il y a les marchés du Golfe. Là, en ce moment, on est un petit peu en mauvaise posture, mais par contre, il y a des performances et des révisions bénéficiaires qui vont être intéressantes. C'est des idées de diversification. Et puis après, comment réagir ? Ça décorrèle les portefeuilles Alors non, ça décorrèle pas, parce que par exemple, vous avez des sensibilités qui sont aux marchés mondiaux. Donc si ça va mal sur l'ensemble des marchés boursiers, mais par contre, vous avez des diversifications, vous avez des volatilités qui peuvent être moindres et surtout des sensibilités différentes, c'est-à-dire, comme on l'a dit, d'acheter la techno moins chère dans une autre zone ou une autre type de sensibilité. Mais après, vous allez avoir, je ne parle pas du marché suisse, vous allez aussi avoir des sensibilités qui sont là communes sur l'effet action. Donc nous, on a essayé de ne pas toucher en fait les allocations, de passer les périodes difficiles comme celles que l'on connaît actuellement avec des protections via des options, un jeu d'options, donc de couverture pour le moins toucher possible effectivement les allocations cœur. Et puis après, avoir une diversification, ce qui veut dire aller chercher du crédit. On ne parle pas de récession, donc le carry sur le crédit fonctionne, d'être prudent sur le dollar. Et puis, comme je suis issu d'une banque suisse, on a beaucoup d'or dans le portefeuille. On a à peu près 9,5% d'un portefeuille diversifié en or, ce qui effectivement est le grand gagnant year to date. Déjà l'an passé, depuis le début de cette année 2025, pour l'instant, effectivement, l'or est un actif très performant. On regardera une minute pour parler de la Banque nationale suisse qui se réunit la semaine prochaine, qui va continuer de baisser ses taux. J'ai bien envie d'entendre un petit commentaire là-dessus. Sur la logique d'investissement à ce mi-parcours de cette année 2025, qu'est-ce que vous dites, Christian ? Quelles sont les tendances qui peuvent être amenées à se prolonger et celles dont il faut se méfier ? Je dirais qu'il faut prendre le moins de risques possible. Non, quand on n'a pas de visibilité, ça sert à rien de vouloir prendre du risque. Donc je pense que même si les marchés m'ont donné corps, en visibilité sur les tarifs, par exemple, l'idée que le fameux TACO, mais l'idée que Trump va céder à chaque fois. Oui. Vous dites qu'il faut se méfier de ça. Faut quand même se méfier de ça parce que on a quand même des deadlines. À un moment donné, il va bien falloir décider. Alors, est-ce que ça sera le 8 juillet ? Il nous a dit que non, ça peut être avant parce qu'il est pressé. Alors, est-ce qu'ils veulent faire après aussi ? Est-ce qu'ils veulent faire avant la fête nationale ? Non, mais je pense qu'il voudrait avoir son défilé militaire et dire qu'il a fait céder le monde entier à ses pieds. Donc, je pense que le 4 juillet est peut-être une meilleure date que le 8. Mais il y a encore la Chine, le 10. On a vu que la Chine a quand même des atouts avec les terres rares, qu'ils ont pu faire plier l'industrie américaine avec les terres rares, puisque la Chine a complètement bloqué les exportations de terres rares depuis le 4 décembre. On savait qu'il y avait 6 mois de stock aux États-Unis, ça n'a pas loupé. Quand on a vu les entreprises américaines qui ont commencé à réduire les cadences à cause de manque de terres rares, ils ont compris que derrière, ils avaient quand même un gros point. On a vu que la Chine pouvait vraiment faire plier l'administration américaine. Donc, ce qui est dingue, c'est que sur les terres rares, ils disent OK, on va réexploiter les terres rares, mais maintenant chaque entreprise qui va prendre des terres rares chinoises
phrase, on va leur demander c'est pourquoi faire, ça va dans quelle 6 mois. activité, Que pendant 6 mois. quels sont les clients que vous avez, enfin, c'est-à-dire une aspiration de l'information et de l'intelligence des entreprises qui vont acheter ces terres rares chinoises. Enfin, c'est incroyable. Ça montre quand même la capacité de la Chine dans cette négociation à imposer des choses qui paraissent dingues. Oui, mais, je pense que l'administration Trump a sous-estimé la Chine, qui s'était longtemps préparée. C'est pas pour rien qu'ils avaient commencé dès le 4 décembre à bloquer les exportations. Donc je pense que la Chine, on n'a pas fini, on n'a pas du tout fini, on n'a pas de visibilité sur ce qui va être fait. Moi, je pense aussi que la situation économique américaine ne peut que se dégrader, quoi qu'il arrive, parce que même si on a la confiance des ménages qui rebondit un petit peu, parce qu'on se dit que voilà, le pire n'est pas là, que finalement Trump est plus flexible qu'on pouvait le penser, mais derrière il y a quand même un vrai coup d'arrêt sur pas mal d'investissements. Alors certes, il y a quelques éléments qui résistent, c'est l'investissement technologique et l'investissement dans l'intelligence artificielle. Je suis le premier étonné parce que j'avais peur qu'on commence à avoir des signaux négatifs, mais pas plus tard qu'encore sur les dernières 24 heures, on a Adobe qui a sorti ses résultats. Et alors, au-delà du cours boursier, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils vont continuer à investir massivement et qu'ils vont pas arrêter, quoi qu'il arrive, parce qu'ils ont la concurrence. Et ça va peut-être pas être bon pour leurs résultats, mais ils n'ont pas le choix parce qu'ils ont une concurrence aujourd'hui. Alors, vous allez me dire, c'est très Adobe, c'est très particulier, mais on n'a pas un seul retour pour l'instant, à mon grand étonnement, d'entreprises qui réduisent les investissements dans l'intelligence artificielle. Alors, ils coupent les investissements dans le conseil, ils coupent les investissements dans l'infogérance. On n'est pas prêt à renouveler les PC. Pourtant, on a Windows, une vieille version de Windows qui va tomber. Il va bien falloir renouveler les PC à la fin de l'année, mais on n'a pas du tout de budget pour ça. Donc, on voit qu'il y a quand même un vrai coup. On serre mais ce segment-là est bon. Donc, je pense que oui, il y a une partie qui est encore préservée, mais on voit qu'on diminue. C'est-à-dire que les 7 magnifiques, si je vous ai listé, maintenant vous excluez Tesla. Vous excluez Apple, il va peut-être nous rester Meta, peut-être Microsoft, Nvidia. Oui, mais il ne reste plus beaucoup. Quand on fait la liste, les magnifiques, elles sont en train de tomber. Donc oui, la bourse peut encore monter parce qu'il y a encore quelques éléments de soutien, mais ça sent mauvais quand même. Donc globalement, aujourd'hui, je trouve que prendre du risque, ça vaut pas le coup. Et donc je suis plutôt sur des allocations prudentes. Et alors, prudent, ça veut dire l'obligataire américain, je sais pas, 5% sur le 30 ans américain, à 4,50, 4,15 sur le 10 ans. Non, ça c'est pas... En termes de secteur, si je dois être investi sur les actions, moi je reste plutôt sur l'idée de jouer plutôt la demande intérieure européenne, qui est la moins sensible au taux de change, à la volatilité du taux de change, et qui pourrait profiter notamment de la relance allemande. Donc, quitte à jouer quelque chose, autant être sur la partie la plus défensive en Europe et qui joue la demande intérieure Europe et surtout pas l'exposition dollar. Et sur les actifs, je pense que même si l'or est cher, on reste sur l'or parce qu'il y a plein d'éléments qui font que ça va continuer de monter. On peut aller sur de l'obligataire, mais alors plutôt européen. Moi, je reste prudent parce que ça, pour l'effet change et en plus volatilité des taux longs américains, je vois pas l'intérêt d'aller prendre du risque. Donc voilà, c'est un peu une allocation, j'avoue, très défensive, mais je pense que cet été va être chahuté. Je pense que cet été, si on veut passer un bon été, vaut peut-être mieux. Tout terrain, voilà. Défensif, tout terrain. Très défensif. Sur la partie action, un secteur aussi que vous citez, Arnaud, c'est le secteur de la santé. C'est vrai qu'à valeur défensive, qui n'a pas fait grand-chose. Alors dans un environnement de marché comme celui-là, est-ce que c'était normal que le secteur de la santé fasse rien jusqu'à présent? Il y a des points déjà, c'est vraiment le mouvement de rotation entre les cycliques et défensives qui est au plus haut. Ce que je vous présente. Donc les cycliques n'ont jamais été aussi chers par rapport aux défensifs, c'est ça? Performance, c'est l'expansion des PMI. Donc, ce n'est pas gagné. Donc la conjoncture, quoi. C'est important aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'on regarde un petit peu dans ce mouvement de rotation? Secteur défensif qui a été attaqué également encore par l'administration Trump avec les systèmes de remboursement donc qui touchent le Medicaid, le Medicare B, D et le Medicaid. Le Medicaid D, donc c'est là où c'est important, c'est celui qui peut être le moins sensible à ce qui va être mis en place par l'administration Trump parce que ce sont tous les systèmes d'ordonnance. Donc il faut que le Sénat valide tout cela. Donc ça nous semble aujourd'hui évacué clairement de cette possibilité. Du coup, on regarde les secteurs qui sont les plus exposés à cette partie-là, qui ont fait des grosses baisses. Et on a un acteur qu'on a intégré, Sanofi, dans la pharma, qui a aujourd'hui 15% sur cette partie-là du Medicare B. Et ça, c'est
c'est le point important. On se perd, mais en tout cas, c'est le point important. En tout cas, 15%. Sanofi, vous dites, c'est intéressant Elle est d'en revenue à avoir 9. un peu aujourd'hui, quoi. 9 fois en EV/EBITDA, on tourne sur une moyenne à 12, on est à 15 au plus haut, c'est une valeur à rendement à 4,6, c'est une valeur défensive qui revient un petit peu dans le consensus. Le mouvement de rotation qui est peut-être trop important aujourd'hui sur la partie cyclique, ou en tout cas un peu trop optimiste, c'est le moment de saisir les opportunités sur le secteur de la pharma, défensif. en étant très sélectif sur la composition. Bon, Patrice, comme promis, une petite question sur la Banque nationale. Donc, on a la Fed la semaine prochaine, la Banque d'Angleterre, mais la Banque nationale suisse également, qui va ramener son taux directeur principal à 0. Oui, alors c'était l'une des premières banques centrales au sein des pays, en dehors des pays émergents, à initier la baisse des taux. Donc on a un problème un petit peu avec le franc suisse, puisque à chaque fois qu'il y a un petit coup de semonce ou un bruit de canon dans le monde, le franc suisse s'apprécie. Et donc la façon dont la Banque centrale a essayé de gérer indirectement, sans manipuler, puisqu'on voit bien que l'administration américaine regarde comment ça se passe, n'aime pas ça. Donc effectivement, le point, c'est de faire baisser les taux. Et donc là, on serait à situation zéro. L'inflation est aussi maintenant revenue légèrement négative. Donc on est même encore plus bas que l'inflation française, sachant que c'est une grande partie, par exemple sur un moins 0,1, moins 0,2 sur l'inflation, on a moins 2,5 qui provient en fait de contributions, qui provient en fait des produits importés du fait de la baisse de l'énergie et de la force du franc suisse. Donc là, on est encore même par rapport à l'économie française, par exemple l'inflation française, on a encore plus d'effets et plus de dépendance vis-à-vis de l'étranger. Zéro, ça suffit ou pas? Alors 0, ça devrait suffire parce que effectivement l'expérience précédente d'aller chercher des taux d'intérêt négatifs crée beaucoup de problèmes, des problèmes de distorsion de concurrence. Donc le paysage bancaire a évolué puisqu'on a trois grandes banques, trois systèmes de banques. Maintenant il n'y a plus Crédit Suisse, mais c'est un très gros UBS, des banques régionales et bien entendu un système auquel j'appartiens, donc de banques privées. Donc ça veut dire que l'ensemble des distorsions de concurrence, puisqu'en fait chacune ne peut pas imposer ces taux négatifs sur les dépôts. Et donc il y a une distorsion de concurrence qui s'était créée et qui favorisait en fait les grandes banques de distribution, Crédit Suisse et UBS à l'époque. Et puis après, vous avez des bizarreries, par exemple un fonds de pension, donc une entité qui va verser des retraites, eh bien elle a des dépôts, eh bien en fait elle va payer une taxe sur ces dépôts alors que c'est destiné à payer les retraites. Donc on voit bien que c'est vraiment pas la bonne solution. Donc il y a quand même un niveau de contrainte sous zéro qui font que à ce stade la BNS regarde pas ça avec envie, quoi. L'idée de repasser en taux négatif. Je vous assure, je pense que les lobbies sont actifs et que les critiques sont proches de revenir si jamais on tente en négatif. Et je pense qu'il vaut mieux négocier ce que fait le Conseil fédéral avec l'administration Trump pour faire comprendre que si on intervient sur le change, c'est pas de la manipulation, mais c'est pour ralentir une devise qui dépasse la taille de l'économie, dont l'importance de la devise dépasse la taille de l'économie. Bon, une économie structurellement déflationniste, la Suisse, de par sa démographie, sa productivité. Non. Alors la démographie. On a plus dans du débat. Alors je suis désolé, Patrice. La consommation se tient par l'immigration nette positive qui crée du pouvoir d'achat, qui a mis la consommation en socle. Donc en fait, c'est simplement des évaluations de prix de matières premières et d'appréciation du franc suisse qui nous émettent. Mais on n'est pas en déflation et on a une dette à 42% du PIB. Oui, ça. Merci de rappeler les avantages de l'économie suisse. Merci à vous trois, messieurs Patrice Gautry, l'Union bancaire privée, Arnaud Morel, Promépar Asset Management et Christian Parizeau, Altair Economics. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Une fois par mois, nous faisons le point sur l'actualité et les derniers développements au sein de l'industrie des ETF, de la gestion passive, avec les équipes et le matériel fourni par les équipes de Yomoni à travers leur observatoire des ETF. Et c'est le directeur des investissements des Yomoni, et chef économiste également, qui est à mes côtés en plateau, Olivier Malteste. Bonsoir Olivier. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. On s'était quitté à l'issue d'un mois d'avril 2025 qui montrait quand même une nette décélération de la collecte. Le mois de mai, en termes de collecte globale, permet de redresser un peu la barre, c'est ça? Tout à fait, oui. Alors, on est repassé à 27 milliards en termes de collecte sur le mois de mai en 2025. C'est un tout petit peu moins que les 27,7 milliards de 2024. J'ai regardé, mais il y a toujours un fléchissement en avril, souvent de manière un peu structurelle, tout à fait. Donc là, on est revenu donc à 27 milliards, ce qui est plutôt bien, parce qu'on se souvient que 2024, ça avait été une année record globalement. Et si on prend un peu de recul depuis le début de l'année, on est à 138
138 milliards, un peu plus de 138 milliards de collectes depuis le début de l'année, contre 80 milliards l'année dernière, qui est une année record. Donc on est en hausse de 70%. Et pour mémoire, l'année dernière, on avait fini grosso modo à 255 milliards d'euros de collecte. Donc on a encore une année 2025 très très en forme a priori, et pas de souci majeur en termes de collecte. C'est toujours le temps de la gestion facile. Oui, non mais ça, j'ai pas de doute là-dessus. Ça fait 15 ans que j'en parle, mais là, je crois qu'on est au moment où les choses se cristallisent. Mais cette comparaison sur un an, oui, ça montre la dynamique en cours, le momentum. Tout à fait, qui est toujours très très fort. Et moi, j'étais pas inquiet le mois dernier. Sur l'industrie ETF. Exactement. Sur les ETF en Europe. Alors c'est en Europe, parce que le marché français, c'est vraiment sur le marché européen d'une manière générale, mais le momentum est toujours très très fort. Bon, effectivement. Si on revient à la collecte du mois de mai, comment est-ce que ces 27 milliards se sont répartis en fonction des classes d'actifs? Toutes les classes d'actifs sont en collecte nette positive ce mois-ci. Alors les matières premières très faiblement, donc 180 millions d'euros globalement en termes de collecte. C'est surtout les actions qui ont évidemment, comme souvent, récolté le plus de collecte. On est à 18 milliards globalement, comme l'année dernière sur le mois de mai, 18 milliards de collecte et 8 milliards sur le côté obligataire. Donc on fait 1 milliard de plus que 2024, mais on avait eu 2 mois un peu plus difficiles en termes de collecte obligataire, et donc là un bon mois de mai en termes de collecte aussi sur l'obligataire. Si on regarde un peu rapidement sur les matières premières, parce qu'on sait que sur les ETF c'est pas forcément par ce moyen-là que les investisseurs. C'est pas le support privilégié pour s'exposer aux matières premières. Et on voit donc globalement 180 millions de collectes. On a surtout sur les métaux précieux, donc 150 millions sur l'argent, 30 sur l'or seulement. Donc c'est vraiment toujours très très faible. C'est pas par ce biais-là que les investisseurs s'exposent sur l'or. Et le pétrole en légère décollecte avec 34 millions sur le mois de mai globalement. Si on regarde ce qui a plus collecté sur les actions, on revient un peu, j'ai envie de dire, un retour à la normale, puisque ça faisait plusieurs mois qu'on n'avait plus de collecte sur les grosses capitalisations américaines et qu'on avait de la décollecte. Là, on revient sur quelque chose dont on a plus l'habitude, donc toujours des grosses collectes sur les grosses capitalisations mondiales, ça n'a jamais arrêté. Les grosses capitalisations américaines reviennent également, et on reste aussi très très fort sur les grosses capitalisations européennes. Donc c'est un retour des grosses capitalisations américaines. C'est ça. Toujours large cap. D'accord. On a aussi les large cap japonaises et les marchés émergents aussi qui ont bien collecté. Mais on a un retour, parce que ça fait plusieurs mois qu'on avait de la décollecte sur les actions américaines. Là, on a un retour en deuxième position, ce qu'on voit classiquement sur de la collecte sur les actions américaines sur le mois de mai. Le rebond du marché en termes de performance s'est porté aussi sur les flux ETF, globalement sur les grosses capitalisations américaines. Est-ce qu'il y a des poches d'actions qui ont décollecté? Bien sûr, il y en a toujours. Alors, si on reste sur les actions américaines, hormis les grosses capitalisations, donc les moyennes et les petites capitalisations ont continué de décollecter globalement aux États-Unis. On a les actions chinoises qui ont décollecté, aussi également les actions allemandes, certainement une prise de bénéfices, puisqu'on avait quand même un bon parcours depuis le début de l'année boursier, et des grosses capitalisations britanniques aussi qui ont été en décollecte sur le marché actions globalement sur les ETF. Qu'est-ce qu'on peut dire de la répartition dans la sphère obligataire, crédit des flux du mois de mai? Je trouve que c'est assez intéressant. Donc on a de la collecte au niveau obligations d'entreprises européennes, à la fois sur l'investment grade et le high yield. Ça globalement, donc c'est vraiment un flux de collecte. Sur le côté, alors je trouve ça assez intéressant parce que lorsqu'on regarde vraiment les ETF couverts en CHF, on a vu comme un mouvement. Donc on aurait pu demander à vos précédents. On avait un banquier suisse. Oui. Donc ça peut être un mouvement sur des banques suisses relativement importantes, notamment en banque privée peut-être sur des flux. Mais ce qu'on a vu, c'est qu'on a vu des souscriptions sur le global aggregate couvert en CHF, donc c'est vraiment mixte, souverain et obligations, avec une sortie par contre des obligations d'entreprise couvertes en CHF. Donc on a l'impression qu'il y a peut-être un petit peu moins de risques pris sur les émissions couvertes en CHF, donc par les clients spécifiquement plutôt suisses a priori. Et sinon, donc obligations d'entreprise européennes à la fois IG, high yield en souscription. Sur le souverain, ce qui est intéressant, c'est que ce soit américain ou en zone euro, c'est vraiment que du court terme. On a l'impression que le risque... On touche pas aux parties longues, quoi. On se méfie des parties longues. Et en rachat, d'ailleurs, on a vu tout ce qui était souverain monde et souverain américain long. On a vu plutôt des rachats, donc une volonté plutôt d'attendre peut-être un petit peu, de voir ce qui va se passer sur les taux longs. Et donc vraiment, le souverain, c'est vraiment la partie courte, y compris en zone euro, sur lesquelles potentiellement on pourrait être un peu moins inquiet, mais y compris en zone euro et aux États-Unis, et plutôt sur la partie longue de la décollecte sur le souverain pur via les ETF.
le thème ESG, alors qui englobe et actions et obligations, hein, c'est ça quand on regarde ça à travers les ETF. Le thème ESG a enfin affiché un mois positif de collecte positif, on a eu c'est plusieurs ça mois de décollecte nette globalement, à la fois sur les actions et les obligations, mais vraiment de la décollecte nette. Et là, on revient sur de la collecte positive, j'ai envie de dire enfin, parce que ça fait quand même plusieurs mois qu'on voyait. Série de 3 mois de décollecte, c'est rare pour ce thème ESG, hein, j'ai l'impression. Exactement. Donc là, on est revenu sur de la collecte qui est relativement faible toujours. Alors côté obligation, on est à 24%, donc c'est supérieur à la part de marché. Donc globalement, ça reste soutenu. Par contre, côté action, 8% des flux en termes de collecte nette ont été uniquement sur le ESG, donc c'est très très faible puisqu'on est globalement en part de marché aux alentours de 18-19%. Donc on a globalement bien baissé depuis l'année dernière et donc on reste relativement faible côté collecte ESG sur les actions et c'est revenu par contre sur le côté obligataire. On le verra tout à l'heure, mais les émetteurs d'ETF continuent d'insister avec le thème ESG. Passe-moi-ci. Donc c'est le deuxième mois depuis le début de l'année. On n'a pas d'émission de flux spécifiquement ESG. Parlons des émetteurs. Effectivement, qu'est-ce qui a bougé ou qu'est-ce qui vous a intéressé dans le classement, à commencer par la collecte. Alors BlackRock, toujours en tête. Le stock et le flux font que BlackRock est numéro 1 sur tous les créneaux. Exactement. Donc BlackRock est numéro 1, donc à la fois sur les flux totaux et également sur le ESG, ce qui est moins souvent le cas, parce que souvent les autres émetteurs arrivent à se différencier à travers la brique ESG. Mais vraiment là, BlackRock est premier sur les deux globalement. Amundi deuxième en termes de collecte, suivi par Vanguard. DWS du coup fait une nouvelle fois un mois plutôt mitigé, en 5e position en termes de collecte, alors qu'ils avaient fait une année 2024 record eux aussi, et que c'est quand même en termes d'AUM relativement gros. C'est UBS qui fait un bon mois en se plaçant 4e, donc derrière Amundi et Vanguard, globalement derrière le podium. Voilà globalement ce qu'on peut retenir en termes de part de marché. Amundi arrive à maintenir sa place, BlackRock aussi, mais de manière un peu plus faible. Ce qu'on observe globalement sur les tendances, c'est que les très gros émetteurs ont des parts de marché très importantes, mais ont du mal à conserver le même flux en termes de collecte. C'est-à-dire que quand on est BlackRock et qu'on a une part de marché aussi importante, c'est compliqué d'avoir toujours un terme de flux de se maintenir. Bien sûr. Et Amundi, là, ce mois-ci, arrive à bien se maintenir et fait du coup un très très bon mois en termes de collecte. En termes de nouveaux produits, qu'est-ce qui a marqué le mois de mai en termes de lancement d'ETF pour vous, Olivier? Alors on a une vingtaine d'ETF, donc c'est un mois relativement sérieux en termes de nouvelles émissions. 15 ETF actions globalement, 2 ETF obligataires, 3 ETF monétaires, alors ou en tout cas très très court terme, ce qui est relativement rare, c'est pour ça que je le précise. Aucune émission d'ETF avec des contraintes spécifiques en ESG, ce qui là aussi est rare, ça nous est arrivé déjà une fois, mais en général, malgré les baisses de volume qu'on voit depuis un certain temps, c'est pas que cette année, on le voit depuis 2022 en fait essentiellement. Les émetteurs continuaient et là on a un deuxième mois où il n'y a pas d'émission vraiment spécifique sur l'ESG. Intéressant aussi sur les ETF actions, donc sur les 15 ETF actions qui sont arrivés, on en a 5 qui sont des ETF actifs, donc on parle souvent des ETF actifs. Vous savez que c'est pas forcément des ETF que je porte spécifiquement dans mon cœur et qu'on porte spécifiquement dans notre cœur globalement. Mais notamment, il y en a 5, 3 de DWS, donc avec américains, européens et mondiaux, et 2 de Goldman Sachs, donc monde et Europe. Donc ça, c'est la chose un petit peu intéressante. En termes de thématiques, 2 nouvelles émissions sur la défense. Ça, c'est important aussi parce que c'est un thème qui a été porteur depuis moins de ESG, un peu plus de défense. Oui, non, mais un peu plus de souveraineté. Le sens de l'histoire. En tout cas, donc BNP et Globalix ont sorti leur ETF thématique globalement sur la défense et la défense européenne. Donc on voit globalement que la thématique défense intéresse et aussi se diversifie du coup en termes d'émetteurs. Et puis je le disais, 3 ETF monétaires globalement avec une version du coup américaine à chaque fois sur les indices quotidiens, donc au jour le jour, donc sur l'Ester en Europe et puis sur le Sonia du coup en Royaume-Uni. Donc voilà les trois émissions du coup. Le cours reste encore une partie de la courbe intéressante visiblement à ce stade. Oui, même si les marchés ont rebondi, on pense que les émetteurs se disent potentiellement il y a quand même du risque et il y a quand même de la nervosité et c'est vrai que c'est pas forcément une bonne position d'attente quoi. Oui, et c'est pas forcément sur le monétaire où on s'attend à avoir des flux globalement sur les ETF. Il y a beaucoup de fonds monétaires qui du coup il y a moins de gestion active, donc il y a moins de risques en termes de sous-performance ainsi de suite, mais les ETF aussi du coup enrichissent les gammes et se tiennent prêts en cas de retournement de marché.
qu'on attend, enfin qu'on attend, certains prévoient, certains prédisent, qu'on va suivre. On verra. Une certaine On verra. Bah justement, venons-en à votre positionnement. Qu'est-ce qui s'est passé au mois de mai et qu'est-ce que vous avez bougé ou non dans les allocations et les positionnements que vous proposez à vos clients? On a fait peu de modifications, peu de changements. On était plutôt défensif sur les profils diversifiés. Donc à chaque fois, je donne un équivalent 50-50 sur du long terme. On est à 45 en actions, 55 en obligations, ça depuis le mois d'avril. On n'a pas changé malgré le rebond. En fait, on est content de voir le rebond action, mais on se dit quand même que globalement la situation reste compliquée et que on a l'impression que le 10% va devenir le plancher en termes de droits de douane, et ça, le marché action a l'air de l'avoir complètement effacé. Il reste quand même une grosse aussi incertitude, donc on pense qu'il faut rester prudent, même si globalement l'économie continue à bien se porter et on a plutôt des bonnes nouvelles. On reste quand même globalement prudent, donc on n'a pas trop bougé de positionnement. On est surpondéré sur les actions européennes et on reste surpondéré. On a une part importante en equally weighted sur la partie américaine, donc les actions technologiques ont bien rebondi, mais on préfère rester pour l'instant toujours plus diversifié. On se dit en cas de tempête, c'est toujours quelque chose de bien. On a travaillé un petit peu plus par contre sur la partie obligataire, où on est globalement sur du global aggregate, donc à la fois souverain et entreprise. Et on a bougé un petit peu cette partie-là pour mettre un petit peu d'obligations d'entreprise européennes pour essayer de diminuer un petit peu le risque de volatilité lié aux souverains, notamment américains. Mais c'est voilà, on reste, on surveille, mais on bouge pas trop parce que je pense qu'il faut rester aussi. Il y a plus d'erreurs à faire en fait que à trop bouger en ce moment sur des marchés très politiques en fait, beaucoup plus que vraiment macro en ce moment. Donc voilà. Le taco trade. Merci beaucoup Olivier Maltès, directeur des investissements d'Iomoni, avec nous chaque mois pour cet observatoire ETF et les développements et l'actualité de l'industrie ETF.